Bonsoir. Le Premier ministre Patrick Achi était en conférence de presse ce lundi 8 novembre 2021, la primature. Eh bien, que faut-il retenir de cette adresse du chef du gouvernement ivoirien? Bien, sur le thème de notre petit débat. Et ce soir, il sera question du recensement général de la population et du défi du développement en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons Madame Niali Kaba, elle est ministre du Plan et du Développement. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oui, tous les soirs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve pour notre rendez-vous. Hier, nous vous donnions rendez-vous. Eh bien, Paris tenu, nous sommes présents au taquet et très, très heureux de vous proposer le meilleur sur la télé sans filtre. Bien, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Mais si vous êtes là depuis le début, depuis le matin, depuis le Vibe Morning, il y a eu William Midi, il y a d'autres programmes. En tout cas, merci d'être aussi fidèles à ce rendez-vous-là et d'être toujours plus nombreux. Et ça, c'est le cas de le dire. Pour m'accompagner ce soir autour de cette table, il y a les meilleurs chroniqueurs de la place. André Bois, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, bonsoir à vous chez vous. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Bien et vous-même? Très très bien. On sait que vous avez eu, je suis très affairé, tout le monde le sait, petit accrochage hier, ça se passe bien avec votre véhicule? Oui, l'incivisme suit la route, mais il faut combattre. Bien sûr, mais par la grâce de Dieu, pas eu de dommages physiques. Vous n'avez pas eu la carte du militant du gars qui vous a... Sait-on jamais. Et c'est en plus une société de sécurité, voyez-vous. Très bien, comme quoi. Elle vous suit de près. Exactement. Rayana, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va très bien et toi? Très 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 bien, merci. Bon, vous avez découvert l'identité de ceux qui m'accompagnent ce soir. En tout cas, on marque juste une pause et on se retrouve dans notre petit débat. De retour. Eh bien, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, je vous le disais, était devant les journalistes hier, lundi 8 novembre 2021. Eh bien, que ressort-il de cette conférence de presse? On en débat avec nos chroniqueurs sur le plateau. Eh bien, des questions ont été évoquées au niveau économique. On a parlé de croissance, on a parlé du secteur privé. On va commencer par ces deux points-là, si vous voulez bien, messieurs. Eh bien, croissance positive avec plus de 2% en 2021 et plus de 6,5% attendu en 2021. André, tout de suite, commentaire sur cette croissance. Ça correspond à ce que disent les institutions qui sont censées, j'allais dire, mesurer le niveau de notre développement, comment notre économie a supporté le choc de la pandémie de Covid-19. Donc, bon, le Premier ministre aujourd'hui, lui, il s'en satisfait. Et je pense que c'est tout à fait normal, sachant que la Côte d'Ivoire a mieux résisté que d'autres. Donc, il en parle comme un de ses points forts de sa gouvernance de 8 mois, justement. Donc, Très bien. Justement, vous en parlez, j'ai un peu mis les pieds dans les plats. Je vais me tourner vers Alain Toussaint pour revenir même sur la forme, sur l'opportunité, sur le but de cette conférence de presse. Oui, André l'a indiqué dans son propos. Cela faisait 8 mois que le Premier ministre est en fonction. C'était sa toute première conférence de presse. Un bel exercice, un grand oral, au cours duquel il a montré encore toute sa maîtrise des dossiers, et je le dis vraiment sans flagornerie. Je pense que c'est vraiment un très très bon Premier ministre que la Côte d'Ivoire a actuellement à la tête de son gouvernement. Il a su d'abord dégager des orientations, bien sûr les axes stratégiques de la vision du président de la République, et puis il a répondu au cours de la séance des questions-réponses aux journalistes en apportant des éclairages. Il y avait environ 200 journalistes de divers médias accrédités et je pense que ça a été un exercice réussi pour le chef du gouvernement. Rien à dire. Ce que je pense de son intervention, eh bien, écoutez, moi, je vais aller directement sur la profondeur donc, de ce qui a été dit et je vais regarder ces chiffres et d'un œil un peu plus social, je vais me demander si ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire reflète réellement ces chiffres. On a longtemps entendu parler de ces croissances, notamment sur le plan économique, sur le plan social, de ce ratio donc richesse-habitant, de cette chute libre qu'a connu le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on constate sur le terrain? Pourquoi on a encore des personnes qui se plaignent de leur niveau de vie, des personnes qui se plaignent encore du non-accès à l'emploi, même si ça n'a rien à voir avec ces chiffres? Mais en réalité, est-ce que cette richesse est condensée dans seulement une marge de la population et se reflète comme ça dans ces chiffres?
Moi, j'ai quelques petites réticences quant au fond, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait un exposé où le but, c'est d'avoir des bonnes notes, donc de montrer de beaux chiffres qui montrent le développement de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ce développement, parce qu'on parle de redressement, on parle de croissance, est-ce que cette croissance se répercute vraiment sur la population qui est censée en bénéficier? Parce que c'est ce qui compte. Il ne suffit pas de nous donner des chiffres de cette évolution. Non, je ne suis pas dure. Je ne suis pas dure. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire ne fait pas exception dans le monde. Vous savez qu'avant la crise du Covid, la croissance était en moyenne de 8%. Et avec le Covid, au bout de 12 mois, elle a connu un recul, elle était à 2%. Et les prévisions pour cette année 2021 parlent de 6,5-7% de croissance. Je pense qu'effectivement, les chiffres sont intéressants, mais comme on dit, la réalité est certainement tout autre. Mais beaucoup de choses ont quand même été faites. Et le Premier ministre l'a indiqué lors de sa conférence de presse, le taux de pauvreté qui a en tout cas reculé. Il y a encore certes des chantiers, mais je pense qu'il faut bien commencer par un bout lorsqu'on veut combattre un problème. C'est quand même ce qu'on dit depuis longtemps, commencer par un bout quand on veut combattre des problèmes. Mais quand on entend justement ces belles interventions qui finalement nous flattent et nous séduisent par ces beaux chiffres qui nous confortent et qui nous disent... c'est le reflet aussi de la réalité. C'est le reflet de la réalité des chiffres. Mais les indicateurs économiques aussi. La vraie réalité, c'est combien de personnes en bénéficient. Quand on parle de ce PIB, de cette création de richesse... On a parlé de filets sociaux. Ce sont des millions de personnes qui ont bénéficié et qui bénéficient chaque mois du soutien du gouvernement. Je suis désolé, je ne suis pas un relais du Premier ministre, mais moi je lis aussi les chiffres et les documents, notamment du gouvernement. Je pense quand même que la Côte d'Ivoire, pour la dernière décennie qu'elle a connue, c'est une progression. Après avoir connu une décennie de crise, et puis 20 années précédentes, quand même, où il y a eu pas mal de tensions politico-sociales. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se construit. On n'est pas encore au paradis, contrairement à ce que dit la Banque mondiale, parce que dans toute société... On est à la porte, attention. Ce n'est déjà pas mal. Si on entrevoit l'apport du paradis, c'est quand même mieux que déjà d'être dans le... J'en connais qui sont restés 40 ans à l'entrée. Mais c'est pas mal non plus. Il faut qu'on le sache. D'autres points, parce que je ne veux pas qu'on reste très longtemps sur la question de la croissance. Des points comme le secteur privé ont été également abordés. Engagement pris, donc diriger le développement du secteur privé en priorité nationale. Et puis, promesse de mener donc une transformation de la gouvernance, de l'administration pour en faire l'allié de nos entreprises et l'acteur du service de qualité à nos populations. André. Écoutez, dire que le secteur privé est un acteur sur qui il faut compter pour assurer le développement d'un pays, il faut juste le constater, parce que vous conviendrez avec moi que... en 5 ans, il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont installées en Côte d'Ivoire. Il y a eu donc des créations d'emplois. En témoigne, je dis que Live TV, sans oublier seulement dans le secteur de l'audiovisuel, tout ça, c'est des privés qui viennent. Donc, quand on va sortir de ça, quand on va aller vers d'autres secteurs comme le secteur du bâtiment, la construction, les grands travaux, vous savez, c'est des secteurs qui emploient beaucoup de monde. Et donc, il faut être convaincu que, de toutes les façons, là, j'emprunte l'expression de Toussaint, c'est la réalité qui est lisible par nombre d'observateurs. Maintenant, après, s'il se trouve que les politiques ne sont pas suffisamment, j'allais dire, distributives en termes de revenus pour tout le monde, c'est sûr qu'il y a encore des efforts à faire. Mais la réalité qu'on crée de la richesse, c'est une réalité qui... Enfin, les mêmes chiffres qui permettaient de dire que la pauvreté avait augmenté, rien n'a changé. C'est les mêmes chiffres qu'on observe. Ce sont les mêmes sondeurs. Ce sont les mêmes sondeurs, ce sont les mêmes mécaniques qu'ils utilisent. Et donc, je pense que on n'est pas en train de dire qu'on est dans une situation totalement reluisante, mais on est quand même dans une situation qui a beaucoup progressé quand on regarde d'où on vient. On était dans une économie qui a été fracassée par notre propre faute, la guerre, etc. Donc quand on sort de tout ça avec ce qu'on a pu réaliser, moi je trouve que le Premier ministre, lui, il peut s'enorgueillir. Et puis, pour terminer là-dessus, vraiment, il arrive après quand même politiquement, après deux personnages importants, le Premier ministre Amadou Gon et Ahmed Bakayoko. Et donc, dans son camp politique, il fallait qu'il prenne les manettes. Et en 8 mois, il a fallu qu'il s'impose. Et là, ce grand oral était aussi, j'allais dire, un examen de passage par rapport à son J'allais camp parler politique. justement de ce que ça représentait en termes de coûts de communication, en termes de stratégie. C'était une forme de démonstration de force. Pour dire, je suis là depuis un moment. Certains m'ont trouvé un tout petit peu calme, mais moi, je suis aux manettes, je gère. Et puis, il a montré, franchement, je veux dire, il a montré qu'il avait la maîtrise des dossiers.
C'est ce qui est C'est surtout rassurant. ça, oui, qui Voilà. ressort. Bon, et puis un dossier sur lequel on l'attendait, c'était l'affaire Pandora, ou Pandora Papers, il faut prononcer comme ça. Sur ce, il le dit, ça aurait pu être notre levier entendu du soir. J'ai travaillé 15 ans dans le secteur privé, dont 5 ans en Europe. J'ai créé des sociétés, ce sont des sociétés qui n'ont jamais travaillé et qui n'ont pas d'actifs. Je souhaite que ce discours soit clos, parce qu'il ne faut pas chercher quelque chose là où il n'y a absolument, enfin, j'ai rajouté absolument, là où il n'y a rien. Bon, là, c'est une pierre qu'il lance dans le jardin de ses détracteurs et de ceux qui ont sans doute alimenté ce faux buzz des Pandora Papers. On aurait peut-être souhaité une déclaration plus tôt, au moment où l'affaire a été révélée. Quelqu'un aurait dit tout ça pour ça? Oui, on peut le dire. Mais je pense que bon, le temps de communication, aujourd'hui, l'opinion s'intéresse plus à son action politique qu'à cette affaire qui est derrière lui, je Tout à pense. fait, oui. En Oui, tout cas, mais puis Pandora Papers, de toutes les façons, les journalistes qui ont ce consortium de journalistes qui réalisent l'enquête n'a pas dit qu'il y a eu quelque chose. Exactement, rien ne d'illégal. l'incriminait. Ouais, Donc, rien ne l'incrimine. Donc, il faut savoir que quand on fait ce type d'enquête, la première des choses, on découvre quelque chose. Et on essaie de se rapprocher des personnes incriminées, admettons, et on leur pose des questions. Là, il se trouve qu'après toutes ces enquêtes, ils ont bien compris qu'il n'y avait rien d'incriminant. Mais il n'en demeure pas moins qu'un homme d'État qui a des comptes à l'étranger ou dans un paradis fiscal, ça peut faire mauvais Bien genre. sûr. Mais là, il se trouve qu'il a bien expliqué que c'était dans le cadre de ses activités privées. Et donc, évidemment, Pandora Papers nous le dit, ça s'arrête au moment où il rentre justement de plein pied dans... Moi, ce que j'aime bien, dans c'est son action qu'il publique. notifie bien qu'il y a d'autres priorités en ce moment, notamment le travail qu'il est en train d'établir, et qu'il faut revenir à ces priorités et non pas justement s'attarder sur des buzz qui ne sont peut-être pas fondés, parce que finalement, on n'a rien de concret qui l'incrimine, donc il peut très bien se permettre de sortir de tels propos. Et avec un petit trait d'humour, il a demandé qu'on le laisse faire son petit Son travail, petit travail qu'il est en train que de le faire. président de la République lui a confié. Donc je pense que c'est joliment dit. Et puis sur le petit travail, quand même, ça fait 227 jours, on nous a dit. Vous savez, en général, il y a une sorte Une de... tradition. Une tradition qui est dit au bout de 100 jours. Hein, ça a été les Américains qui l'ont amené, les Européens aussi l'ont repris. Et on a pu peut-être le penser tatillon, parce qu'il ne s'est pas prononcé au bout de 100 jours, il a laissé couler les choses. Et là, je pense qu'effectivement, il est dans une démonstration aussi qu'il a vraiment les manettes en main et que, bon, voilà, quoi. C'est lui qui est le chef de l'exécutif au final. Très bien, on a parlé du volet économique, du volet social, on a parlé un tout petit peu des entreprises, je fais un petit point là-dessus, les Pandora Papers. Et puis là, on va aborder le point du niveau politique, de la cohésion sociale. Il dit, je répète, j'appartiens au RHDP, entièrement. Oui, c'est le cas. C'est bien le cas. Il Parce faut que là de la encore, clarté. certaines personnes, mais encore si le précise, c'est peut-être parce qu'encore... Non, parce dans la qu'il tête de certaines personnes- est allé présenter ses civilité. condoléances, ses civilités au président Bédier. Donc, certains ont pu voir là peut-être un rapprochement. Non, je pense qu'il est bien au RHDP en tant que chef du gouvernement et il incarne aujourd'hui cette vision, cette politique de En l'actuel tout cas, s'il y avait président. encore des doutes dans la tête de certaines personnes, ces doutes sont dissipés. C'est plutôt très Non, clair mais maintenant. pas que ces doutes sont dissipés, mais je pense que c'est plus aussi, enfin, l'autre analyse, c'est par rapport aussi à des adversaires internes au RHDP. Ça aussi, c'est important, parce que, C'est vrai. je veux dire, ceux qui étaient là au début du RDR, qui sont toujours restés RHDP, et qui ont accueilli ceux qui sont du PDCI, aujourd'hui forment un parti, mais il y a quand même toujours une suspicion. Voilà, donc je pense que ça s'adresse vraiment à ces adversaires oui. internes, plus qu'à ceux qui sont... C'est bien qui sont pourquoi, dehors. M. Bois, que je disais que si encore dans la tête de certaines personnes il y avait des doutes, eh bien, ils sont dissipés. Non, je ne suis pas sûr. C'est ça, je vous ai répondu. Mais pourquoi vous n'êtes pas sûr? Oui, parce que je pense que ses adversaires épinglent ça parce qu'il est originaire du PDCI. Je pense que ce n'est pas parce qu'il dit « je suis toujours RHDP » qu'ils vont le croire. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, ils le disent. Parce que vous-même, pourquoi vous relevez le fait que, parce que ses adversaires l'accusent d'être PDCI, et lui, sa réponse va dissiper leurs doutes? C'est ce que je veux vous dire. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y a... Parce que, de toutes les façons, c'est un soupçon. On veut délégitimer quelqu'un. En tout cas, ce qu'il C'est a ça. dit fait Le but taire du jeu, c'est beaucoup pas de qu'il nous explique. spéculations qui tournaient autour donc, de ce Merci. petit Vous élément savez qui avait que déclenché, des arguments qui ne sont peut-être pas fondés. Donc finalement, il fait taire justement ces fausses rumeurs. Merci, Anna. Heureusement que vous êtes sur Merci, ce- ça vous satisfait, il fait taire les... Mais ils sont pas- Mais c'est oui, le parce cas, que il a tranché, si les comme gens on le dit. disaient, ils n'avaient peut-être pas le courage de le dire haut et fort. Il y avait des messes basses. Et donc, lui, quand il le dit, au cas où Et du ces coup, ça fait personnes... taire ceux qui le Mais disent. au cas Non, où mais ces personnes finalement, on vont s'en le dire...
soutien à cette déclaration qui est vraiment comprends claire. bien. C'est qui est toujours vraiment bon de le claire. dire, c'est toujours bon de le dire. Ce n'est pas ça qui enlèvera le soupçon dans la tête de ceux qui l'accusent. Ça ne reste qu'à l'état Voilà. de soupçon. Beaucoup pensent peut-être qu'il est RHDP, mais qu'il a l'ADN PDCI. Voilà, et que peut-être la tentation de repartir de l'autre côté. Bon, mais je pense que c'est un faux débat. Très bien, c'est Aujourd'hui- d'ailleurs à cause de ça qu'il a dit entièrement. Voilà. Ouais, et puis ce qui se joue aussi, c'est, n'oubliez pas, voilà pourquoi je pense que ce n'est pas ça qui va dissiper, c'est la succession. Parce que c'est ça. Est-ce qu'on prend quelqu'un qui était originellement un partisan d'Alassane Ouattara des débuts, ou on prend quelqu'un qui vient du PDCI? Enfin, donc ça joue, vous savez, ce soupçon-là, c'est ça. Même s'il le dit, on Il y dit... a quand même un petit besoin de montrer patte blanche. Ouais, ça y est, c'est bon, attention, vous me soupçonnez, mais je vous le dis, je vous le répète, je le martèle, je suis RHDP entièrement. Bon, Il enfin, faut moi, lui faire confiance pour assurer la Mais je pense que succession. les propos qu'il a tenus ne sont pas innocents parce que tout ce Ouais. qui se dit dans le marigot politique ivoirien passe d'une famille politique à une autre. C'est ça. Donc les uns et les autres savent exactement ce que leurs partisans ou adversaires pensent d'eux. Bon, allez, on termine sur une note de cohésion. Eh bien, reprise, en tout cas poursuite du dialogue politique dès décembre, dit-on, avec les organisateurs concernés sur le terrain. Bon, c'est plutôt bien, c'était attendu aussi. Oui. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Je pense qu'il faut toujours dialoguer avec ses opposants, avec son opposition. Maintenant, est-ce que cela va aboutir, comme on en a parlé hier, à un gouvernement d'union? Ça, c'est une autre question. Well and see, comme on dit chez certains. On va marquer une pause là pour finir notre débat et nous retrouver pour notre levier entendu. Tout de suite. Un petit débat dans ma tête. Jingle, pause, et finalement, on est parti sur le jingle. Notre levier entendu nous vient du site d'information l'infodrome.com, qui est l'auteur donc de ce levier entendu. Côte d'Ivoire, inondation à Djamé, le carrefour indénié sous les eaux, la voie impraticable. J'ai une sensation de déjà vu sur ce plateau, parce que je pense qu'on a déjà Déjà vu parlé de- Abidjan, mais j'aurais même dit Déjà déjà vu vu Abidjan. Abidjan. Oui. Alors, quelqu'un a dit pourquoi encore Mais ça, et toujours. c'est un peu le marronnier de la presse. À chaque Il y a saison des de travaux, pluie, il y a des décisions, Depuis bien travaux. il y a longtemps. des actes. Oui, mais depuis 10 ans, 15 ans, c'est la ça. même situation. Il n'a échappé à personne qu'actuellement à Lindéné, il y a d'énormes travaux. Donc, quand il y a de fortes pluies, il est évident que le secteur devient impraticable. Quelqu'un dit il n'y avait pas de travaux, il y avait des soucis. Il y a des travaux, il y en a. On espère qu'après les travaux, il n'y en aura plus. Oui, mais même on a vu aux États-Unis, Oui, partout. voilà, en Floride, quand il y a des inondations, en France aussi, etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire la fine bouche. Tous ceux qui vivent à Abidjan, ou le visiteur qui arrive de l'intérieur du pays, qui arrive dans la capitale, constate, observe qu'il y a d'énormes travaux d'infrastructures qui ont actuellement cours. Voilà, donc... Est-ce Ben, que la finalement, pluie, ce qui compte, c'est ce qu'on observe ou ce qu'on constate? Ce qui compte, ce sont les résultats. Quand on nous promet donc de pallier à un problème, c'est qu'on se donne les ils n'ont moyens pas de le faire. terminé, là. Oui, mais quand Oui, c'est ils n'ont pas on terminé. peut pas- Oui, mais Non, mais ils quand n'ont vous pas le dites, terminé. Mais on c'est n'est pas terminé, prévisible. tout ça, C'est prévisible on voit qu'il y de a des savoir travaux, qu'il mais pleut. bon, ça peut arriver. À la Mais ils n'ont pas terminé. Je les pense qu'on a travaux. une institution ici qui s'occupe de la météorologie, donc qui sait comment ça fonctionne. Oui, mais on fait On- quoi? Quand il doit pleuvoir, on ferme les chantiers, on met une bâche. Mais on ne ferme pas les chantiers, mais on prévoit. Je veux dire, c'est Oui, pas mais notre c'est- travail. mais- Nous, de toutes les façons, mais- on vous est êtes dur des quand même. analystes. On Non. est des analystes. Oui, Nous, on analyse ce qu'on voit. Oui, mais qu'est-ce Donc, qu'on est-ce que peut tu veux faire dire par que rapport donc, aux les chantiers? dirigeants n'ont pas les moyens de faire ces travaux Mais si, finalement? on fait Est-ce de la- que ce sont de fausses promesses? On fait de la prévision, effectivement, météorologique. Mais je veux dire, quand vous avez des chantiers à ciel ouvert, quelles dispositions voulez-vous prendre? Il tombe de la pluie, mais il tombe de la pluie. Donc il n'y a pas de solution. Mais si, la solution, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Oui. Qui ne Voilà. marche pas. Ah, mais si, ça va marcher, vous verrez d'ici 2 ou 3 ans. Ça Moi, va j'ai- marcher? Tu l'as dit, Non, mais- ça fait Mais 10-15 si- ans qu'on le dit. Oui, mais ça va marcher parce que j'ai été voir quand même par curiosité sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos qui concernent les infrastructures actuellement dans le pays et notamment dans cette zone. Il semble que dans 2 ou 3 ans, je crois, ce secteur-là sera praticable partout. Hein. Ça fait longtemps qu'on le dit. Oui, mais- oui. On attend. Voilà, Je pense qu'il Rayana, faut rechercher des Rayana, solutions qui sont vraiment Rayana, mais- Oui, mais la ça fait partie des solution solutions. bien Ça fait partie des fondée. Je solutions. voudrais juste réagir sur ça, parce que s'il s'agit de constater qu'il y a une inondation sans prendre en compte le fait qu'il y a des travaux, c'est là où, excuse-moi, ton erreur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser une situation sans prendre en compte le contexte. Mais Le après, vous contexte, direz, il dure peut-être pour depuis quand? rejoindre C'est ce Rayana, que je vous dis. direz peut-être qu'elle a... C'est un problème Oui. qui n'est pas nouveau. Le contexte, il dure depuis quand en réalité? C'est un problème qui n'est pas nouveau. L'année dernière encore, à cette même Vous voulez que période, je vous parle on des parlait travaux à la de ces Palmeraie, inondations. hein, André? Nous, on y Exactement, habite. on a Il y a toujours des des travaux, inondations. il y a toujours Ce sont des toujours travaux. les mêmes endroits qui sont épinglés par ces inondations. Il y a eu des travaux, on a Et je- détruit je- même je l'espère pas, des sinistres. des infrastructures, on a laissé
maintenant on a fait construire des caniveaux, mais on a toujours le même problème. Est-ce qu'on parle encore de Donc, ces enfants qui ont non, été mais emportés Brice, par les attends, eaux excusez-moi. à Yopougon? C'est toujours le même problème, les mêmes J'ai un sinistres qui sont problème toujours de- Mais ça, c'est un déplorés. problème J'ai un problème de cohérence, hein, excusez-moi, C'est parce un que problème je veux savoir, d'aménagement. il y a eu un aménagement à la Palmeraie, c'est ça? Oui. Les travaux sont en cours ou sont finis? Ah bah, en tout cas, il y a eu des travaux. Non, mais Une première Brice, partie c'est pas des parce que travaux je avait dis été il y a des annoncée travaux à finie. l'Indénié qu'on va forcément me dire il y a des travaux à la Palmeraie. Moi, c'est une question que je n'arrive pas à comprendre. On va me dire il y a des travaux à la Palmeraie, alors que c'est sans doute pas la même situation. Peut-être que les travaux à la Palmeraie sont finis. Dans ce cas-là, Oui. on est en droit de Ou dire se sont que- arrêtés. Ou ce soit, on est en droit de dire que, mais justement- oh là, d'évidence, excusez-moi, mais enfin, c'est des faits, on est journaliste. D'évidence, il y a des travaux. C'est à une l'Indénié, évidence. on C'est le pas voit. une En question réalité, d'endroit. est-ce que c'est à nous de personne ne justifier? dit, Est-ce que c'est c'est Mais à on nous ne de justifie pas. justifier? En Si rapporte je peux un terminer, constat. non, si je peux Parlez pas tous terminer, ensemble. est-ce que c'est à nous de justifier le fait qu'il y a quand même des inondations malgré des travaux qui sont annoncés depuis des années? Mais on n'a rien à Ce que justifier. je suis en train de justifié, dire, il y a finalement. des spécialistes qui sont Mais non. sur la Mais question. Rihanna. Donc, En ils réalité- savent comment faire, En comment se réalité, donner les c'est moyens. rien que tu justifies, parce que nous, on n'est pas en train de te justifier quoi que ce soit. On regarde une situation où il y a des travaux dans une zone, Oui, et lors de ces travaux, il y a une pluie, comme l'autre l'a dit, une pluie qui tombe. mais c'est répétitif. Oui, mais Qu'est-ce qui est la répétitif C'est pluie, répétitif. on n'y Il y a peut toujours rien. des travaux dans cette zone qui est tout le temps inondée. Oui, mais ils n'ont Donc, pas finalement, terminé. qu'est-ce qu'on fait? Mais parce Mais qu'il y a ils un n'ont jamais calendrier. terminé. Mais ils Donc vont ce le qu'on demande, terminer. c'est finalement quelles sont les solutions qui marcheraient vraiment. Ben, la solution, c'est définir les C'est fini travaux. les travaux. Ben, bravo. Ça paraît D'accord, évident. parce Bonne qu'on va- continuation. Non, mais on va- Brice, vous savez, Moi, c'est j'arrive comme- pas à Brice, comprendre. Brice, Alain, vous- à cet puisque vous endroit, avez regardé des à cet vidéos endroit, sur- il est prévu le pont de Il Cocody, y a un échangeur. un échangeur Oui. qui partira du Carrefour Fraternité Matin, etc. Vous l'avez Bon, tout- je veux dire, Vous avez vu tout ça sur YouTube? Non, mais bien sûr, ça existe. non, mais Il y a un même le échangeur. Attends, même Ça a le été Premier ministre en a annoncé. parlé. Oui, Je ça sais a bien. été même annoncé. au-delà du Premier ministre. Non, Vous savez, non, le mais- quatrième pont. Non, mais ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas de la fiction. Ce Le n'est pas de la quatrième fiction. pont que vous voyez qui part de là-bas, il y a un embranchement qui arrive jusqu'à l'Indénié. Et là, il y a un échangeur. Il y a un autre pont à Auban qui traverse la baie. l'Indénié. Donc, il y a tout un ensemble de travaux qui sont en train de je suis s'effectuer. totalement d'accord avec vous. après, quand on finit même le chose, il y a une marina qui est en train d'être construite par des Marocains. Je peux me donner le nom de l'entreprise, c'est ce que vous voulez, on a regardé. On n'est pas en train de dire que le problème est résolu. Mais ce qu'on dit simplement, c'est problème que ça va être s'explique résolu. un peu. Non. Mais C'est comment il va comme être on est- résolu La si à solution chaque fois est en qu'on cours. essaie de- D'accord. On explique juste que ça peut se comprendre puisqu'il y a des travaux. C'est ça qu'on dit. C'est pas très On n'est rassurant. pas. Mais, Vous dites, André, on vous comprend Le très but, bien. c'est de venir à bout de ces travaux finalement. Donc si à chaque fois il pleut, on ne vient pas à bout, il faut trouver une autre solution. Non, mais les il faut travaux trouver les continuent. moyens de le faire. C'est pas Tous nous les de jours, quand trouver vous ces solutions. passez dans cette zone, vous voyez bien qu'il y a des ouvriers, il y a des camions et autres, des gens qui sont au Alain, travail. vous avez une idée de la fin des travaux? La date de la fin des travaux? Moi, j'ai cru, comment on dit, d'ici 18 à 24 mois. Sur YouTube? Non, mais dans les dossiers techniques. Très bien. Maintenant, si 18 vous à allez sur 24 mois Google, vous sans savez pluie. qu'aujourd'hui, on a quand même un ami qui s'appelle Google. Ouais. Si vous tapez baie de Cocody travaux, vous aurez toutes les informations et des liens qui vous amènent vers des vidéos sur YouTube. voilà. Bon, on en parle, mais bon, en même temps, Rihanna, elle est préoccupée. Pour Mais dire, je la comprends. C'est ça. Mais il faut être Elle aurait patient. souhaité qu'on ait des solutions C'est ça. et qu'on évite hein, ce genre de situations qu'on a vécues ou qu'on est susceptible de vivre encore dans quelques jours. Enfin, tant qu'il pleut. Merci, messieurs. Mais tant qu'il ne pleut pas aussi. On va marquer une courte pause. Nous sommes de retour hein, pour la deuxième partie de Live Talk et sans plus tarder, nous recevons notre invité. Madame Kabanyali est ministre du Plan et du Développement et nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir sur notre plateau. C'est vrai, Si vous avez un emploi du temps très chargé, mais bon, vous avez tenu à être là. On va parler de recensement, on va parler de plan, on va parler de développement en Côte d'Ivoire. Merci. Eh bien, déjà, on peut faire un tout petit peu l'état des lieux concernant la population. Combien nous sommes là, en ce moment, avant le prochain recensement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question-là, Madame la Ministre, avant d'aborder d'autres points? On peut déjà dire que la population, on a eu un recensement en 2014 et si on regarde un peu l'évolution de la population selon ce recensement, on doit être un peu plus de 26 millions, entre 26 et 27 Et millions. en tout cas, c'est l'objectif du prochain recensement, d'avoir avec exactitude combien nous sommes. C'est ça, c'est d'améliorer la statistique parce que le recensement qui est passé, il date pas de 10 ans. Mais nous savons qu'il y a eu quelques difficultés. Et ça, on en a eu la certitude lorsqu'on préparait ce recensement parce que dans la phase préparatoire, il y a un moment où on essaie d'estimer la population.
Donc on devrait être autour de 29 millions en fait, En réalité. en réalité. Tout à l'heure, vous avez évoqué les difficultés. Aujourd'hui, on a vu un communiqué d'un parti d'opposition assez important, le PPACI, qui appelle donc justement l'ensemble des Ivoiriens en tout cas à participer à l'opération. Et ça fait partie des difficultés qui sont aujourd'hui levées, selon vous? Ah, certainement. Certainement, en 2014, nous étions à la veille de 2015 et certainement que le gouvernement n'a pas eu le temps ou n'a pas su faire passer le message. Les populations ou les partis politiques ont eu tendance à vouloir un peu politiser l'affaire. Je pense qu'aujourd'hui, avec la préparation que nous avons, avec la complicité aussi de la presse, parce que les journalistes, vous faites partie de cette compréhension, les Ivoiriens comprennent que le recensement, c'est d'abord pour eux. Moi, je me réjouis de l'appel de ce parti politique que j'ai entendu. Il fait suite aussi. Vous savez, il y a 2 ans, j'avais eu l'occasion de rencontrer le président Bédié qui nous avait donné l'assurance que tous les militants du PDCI, et il avait dit qu'ils sont dans tous les hameaux de Côte d'Ivoire, allaient se faire recenser. Je pense que nous avons là 2 hommes d'État qui ont compris qu'au-delà de la politique, nous avons besoin de chiffres, nous avons besoin d'informations correctes pour la Côte d'Ivoire, pour travailler correctement pour les Ivoiriens. Quand on parle de ce besoin de chiffres pour la Côte d'Ivoire, ceux qui sont vraiment ciblés, c'est la population. Mais il faut qu'ils comprennent le réel enjeu justement de ce recensement. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement d'avoir ces statistiques exactes? Ça va apporter de meilleures politiques. Je le dis souvent, ça va apporter d'abord la conduite de la politique, des politiques plus ciblées. Vous savez, quand on est sorti de crise, on avait tout à faire. On avait besoin d'écoles, de points d'eau, etc. Donc il fallait en faire. Mais aujourd'hui, on a besoin de choses beaucoup plus exactes. Si on veut construire des centres de santé, il faut savoir où il y a les manques les plus importants. Et pour le savoir, vous avez besoin de cette information-là. Il y a combien de personnes à tel endroit? Qui sont-ils? Quels sont leurs besoins? Voilà, leurs priorités. Et en fonction de ça, donc, on conduit la politique économique et ça permet aussi de créer un peu plus d'inclusion. Alors, je veux, en rapport avec la réponse que vous avez donnée sur les 2 anciens présidents qui soutiennent dans cette opération, est-ce que vous pensez que de ces chiffres-là sortira un découpage électoral, administratif, plus conforme à la démographie ivoirienne? Parce que l'opposition, par le passé, c'était un peu plein du fait que le découpage électoral ne reflétait pas certaines réalités. Bon, nous avons un découpage électoral. Je pense que ce découpage électoral a permis de mener comment on va dire ça, tous les agendas électoraux que la Côte d'Ivoire a eu. Nous allons faire une opération qui va certainement donner des statistiques. Bien sûr, on pourra en faire toutes les exploitations qui s'avéreront nécessaires, mais nous, on en aura, en tout cas, on mettra à la disposition de la Côte d'Ivoire des statistiques fiables. Parce qu'on peut rapidement évoquer les conditions dans lesquelles ça se passe. On a cru entendre qu'il y avait quelques remous au sein vous savez, de tous ces Ivoiriens qu'on sollicitait pour participer à l'opération. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait partie d'une des difficultés levées? Certains s'étaient plaints qu'ils avaient été formés sans avoir été payés correctement, etc. Est-ce que tout ça, c'est levé? Vous parlez des agents? Des agents, voilà. Des agents recenseurs, oui, effectivement. Donc, on a formé les agents recenseurs. Vous savez, c'est des opérations de masse. C'est 28 500 personnes dont nous avons besoin et nous avons formé à peu près 10% en plus. Donc, pour se faire une petite marge. Et c'est presque 30 000 personnes formées sur ce coup-là. Parce qu'au total, nous avons à peu près 38 000 personnes que nous avons prises. Déjà, les conditions sont connues au départ. Nous devions leur donner des éléments par rapport au remous. Hein. C'est ça. Nous devions donc leur donner des frais que nous appelons des frais de déplacement pour les aider à... Il y a eu quelques remous parce que d'abord, ils ont estimé que ce n'était pas suffisant. On leur a dit, écoutez, vous savez, c'est beaucoup d'argent pour... donc, et en plus, ce n'est pas obligatoire. Ils ont entendu parler de 23,9 milliards aussi, entre-temps. C'est ça, justement. Vous savez, les 23,9 milliards, on a commencé à les donner il y a longtemps. Hein. Comme j'ai dit, c'est depuis 2018. Il a fallu faire la cartographie censitaire. Et on a mis 1000 personnes sur le territoire national pendant 10 mois en train de sillonner pour voir centre de santé,
écoles, routes bitumées, et j'en passe. Et ça passe vite, hein, vous savez. À peu près 1 million de personnes. Et en plus, on a refait, on va dire, on a corrigé. Parce que comme le recensement ne sait pas faire bonne date, on a corrigé pour s'assurer justement que le découpage est bon. Parce qu'il y a eu des zones de fort déplacement. Par exemple, lorsque nous avons fait la cartographie, après ça, il y a eu un quartier derrière l'aéroport qui a été déguerpi. Après, il y a eu le déguerpissement, je pense, pour le passage du 3e pont. Donc, on doit refaire la cartographie pour mettre les agents qui vont recenser de façon confortable. Alors, pour rester sur le chiffre, donc 23,9 milliards, c'est quand même un investissement intéressant. Quelle est la part de l'État dans cet investissement? L'État paye à peu près 13 milliards. Et les bailleurs de fonds le reste. D'accord, parce qu'on sait qu'il y a eu également l'appui de la Banque africaine de développement, de la Banque arabe. La Banque arabe à peu près 150 millions, mais la Banque africaine de développement a payé 3,9 milliards pour les tablettes et la Banque mondiale 6,3 milliards. On va parler de cette innovation, on va parler de la tablette tout à l'heure, Madame la Ministre. Alain Toussaint, une question. Je voulais demander à Madame la Ministre comment va se dérouler ce comptage, comment va se dérouler cette enquête. Ben, le comptage, il a commencé depuis hier. Il a commencé par une phase qui est, on va dire, une phase de reconnaissance du territoire. On a découpé les territoires et chaque agent va recenser à peu près 1000 personnes. On dit à peu près, c'est plus ou moins parce qu'il faut tenir compte de certains paramètres, les paramètres de distance. Quand vous allez en campagne, ils doivent avoir le temps de faire le tour et tout ça. Donc, les agents ont commencé depuis hier à la craie. Ils mettent des numéros sur les portes. Donc, ils définissent leur périmètre. C'est vrai qu'on a la cartographie et ce périmètre est défini sur la tablette, mais pour des questions d'exhaustivité et de précision, avec les partenaires, on a estimé que c'était bon de ne pas sauter cette étape. Donc, ils vont le faire et ensuite, donc, je pense, certains vont commencer demain ou plus tard après-demain, ils vont tous se mettre à décompter. Décompter, c'est se présenter au ménage avec la tablette, avec un questionnaire administré. Combien de questions environ? Oh, je ne saurais pas vous dire, il y a un petit paquet. Une centaine? Non, pas une centaine, je pense que c'est un peu moins. D'accord. Alors, on parlait de la tablette. Non, mais je n'ai pas terminé. C'était quoi votre quand question? même, à la suite de la question, de quel instrument disposez-vous pour vous assurer que ceux qui sont vos enquêteurs font effectivement le travail et que les relevés ne sont pas des relevés fantaisistes? D'abord, S'ils sont mal gérés, qu'ils ne sont pas très contents, ils peuvent essayer de contourner un certain nombre de choses, histoire d'économiser, s'ils peuvent, sur le plan financier. Bon, pour répondre à la question. C'est ça, c'est le sens de ma question. Non, sur le plan financier, je peux vous dire qu'ils ont été bien gérés parce que avec les chiffres que je vous ai dit tout à fait récemment, moi j'ai approché la Banque mondiale pour dire écoutez, avec les éléments de coût, les frais de transport qui augmentent, est-ce qu'on ne peut pas permettre de donner à ces agents recenseurs des frais de déplacement? Il faut savoir que initialement, tel que le projet était conçu, ils n'avaient pas ces frais de déplacement. On leur payait leur rémunération mensuelle par étape et ils devaient sortir les frais. Donc, il y a une confidentialité autour des chiffres, juste pour... Non, je ne saurais pas vous les donner avec précision, mais ils ne sont pas confidentiels parce qu'ils sont dans les contrats des agents. Chacun sait à quoi il a droit au moment où il vient signer son contrat. Ça, c'est très clair. Donc la réponse à ma question, comment faites-vous pour vous assurer que ceux qui le font avec fiabilité, sérieux? Parce que je vous ai dit, on a pris à peu près 28 500 agents recenseurs et au-delà des agents recenseurs, nous avons à peu près 36 000. Ouais. Donc, il y a des niveaux de contrôle. Donc, au-delà des agents recenseurs, il y a des superviseurs par secteur. Et eux-mêmes ont d'autres éléments d'encadrement. Ouais. Et lorsqu'on finit de faire le recensement, on fait un deuxième recensement de contrôle. Le recensement, il est exhaustif. Le recensement de contrôle censitaire, ils appellent ça un recensement censitaire. Après la fin du recensement, lui, c'est pour s'assurer, c'est sur un échantillon, s'assurer qu'ils sont vraiment passés et s'assurer que les gens aussi ont donné les bonnes réponses. Et même au-delà de cet aspect financier, l'erreur est humaine. Donc, quelle est la marge d'erreur qu'on peut identifier? Je ne saurais pas vous répondre.
Je ne saurais pas vous répondre. Madame Mais la ministre. j'ai envie de vous dire 5%, mais je pense que c'est déjà trop. D'accord. Vous espérez moins surtout. Madame la ministre, on a parlé des tablettes. Bon, le dernier recensement, je l'avoue, hein, très honteusement d'ailleurs sur ce plateau, le dernier recensement auquel j'ai participé, j'avais vu des gens qui étaient venus avec une fiche qui notait les réponses. Aujourd'hui, ils ont des tablettes. Je crois qu'avec la digitalisation, tout le monde se met à niveau. Elles servent à quoi ces tablettes-là? Qu'est-ce qu'elles contiennent? Comment ça va se passer de façon très concrète pour nos téléspectateurs qui nous regardent? Dès demain, après-demain, on va voir des gens qui vont venir écrire sur les murs de leur maison. Après, ces gens-là vont venir avec des tablettes, leur poser des questions. Certaines personnes sont réticentes. Non, est-ce qu'ils ne prennent pas des informations sur nous? Demain, ils vont venir s'en servir pour... Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux Ivoiriens? Comment ça va se passer de façon très concrète, cette opération? Non, on va leur dire que sur les tablettes, il y a des programmes et le programme est le même pour tous les agents. Ils ont été formés et ils ont été bien formés parce qu'initialement, vous avez vu, on s'est donné 2 semaines pour former au maniement. Ensuite, il y a eu des recensements pilotes pour leur montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, comment ça va se passer? Ils arrivent chez vous, vous êtes là, c'est une chance et vous avez ils n'ont pas besoin de voir tout le monde. Ils administrent le questionnaire avec le chef de famille ou avec quelqu'un qui l'a mandaté et ils déroulent le questionnaire. Vous répondez aux questions les unes après les autres pour chaque membre de la famille et en fonction des réponses, ils sauront si la personne interrogée rentre ou pas dans les statistiques. Ils peuvent trouver que vous avez un visiteur qui est arrivé il y a une semaine du village qui peut-être doit aller dans les statistiques du village. Donc, ils ne vont pas le prendre en fonction des questionnaires. Vous avez un questionnaire. Vous comprenez? Oui. Ils arrivent et donc, alors, ces informations, ils les ont sur la tablette. Rentrés à leur base, ils vont le déverser. Donc, ils vont faire quelques ménages. Et puis ensuite, ils vont vider la tablette sur une base centrale. Je souhaiterais... Ils viennent quand, c'est ça? Non, parce que c'est pas quand ils viennent. Ça a commencé depuis hier. Non, mais ils viennent quand? Moi, j'en parle parce que il y a des ménages... Non, mais il y a des ménages où ils viennent quand? Est-ce que c'est le week-end où on est sûr d'avoir un maximum de tout? Parce que si parce qu'ils tombent sur ma nounou, elle ne pourra pas leur donner toutes les informations dont j'ai besoin. Non, non. Si vous n'êtes pas là, s'il n'y a personne de responsable qui peut donner les informations à votre place, oui, le chef de famille, les chefs de famille vont travailler. Mais donc, le chef de famille peut mandater quelqu'un pour répondre aux questions. Vous savez, ce n'est pas des questions qui sont très compliquées, hein. Ils ont besoin de votre identité, ils ont besoin d'informations sur les naissances, puisqu'on a besoin de la structure des âges, l'emploi, les équipements dans la maison. Ils vont demander, par exemple, si vous avez des télévisions, une ligne de téléphone, s'il y a eu des vous demandez tout ça? Oui. Mais bien sûr. Et justement, puisque vous parlez de toutes ces questions, et on n'a pas compris le nombre de questions exactement, mais déjà, vous avez une date de fin de cette opération. Donc, je me demande bien... en termes de ratio temps et nombre de questions, est-ce qu'on est sûr que cette opération va durer finalement dans ce laps de temps? Ben, écoutez, en tout cas, on s'est donné les moyens. Comme j'ai dit, on a fait ce qu'on appelle une enquête pilote. Ça, c'est la phase préparatoire. Donc, dans les estimations, c'est justement cette phase préparatoire sur la base du questionnaire administré qui nous a permis de déterminer à peu près le nombre de personnes qu'un agent peut raisonnablement prendre en 3 semaines. D'accord. Et également le temps d'interview. Mais bien sûr, le temps d'interview qu'un agent peut raisonnablement... Vous savez, c'est 1000 personnes. Hein. Quand vous rentrez 1000 personnes en 3 semaines, quand vous rentrez dans un ménage, vous pouvez prendre 6 personnes. Vous pouvez, c'est une moyenne qu'on considère dans, comment on appelle ça, au plan national, mais vous pouvez trouver des ménages à 10 personnes. Donc, il faut... ça va vite. Il y en a qui finiront avant les 3 semaines et on espère que la majorité, que presque tout le monde finira avant les 3 semaines. Je pense que ce qu'André voulait demander, c'est... est-ce qu'il y a un risque de prolongation? Non, ce n'est pas exclu. Mais on pense qu'à 80%, 90%, vous savez, il y a des zones qui sont des zones difficiles d'accès. C'est ça. Lorsque nous avons fait la cartographie censitaire, il y a des zones, par exemple, dans les forêts classées, où on va voir le préfet, on parlemente, on nous accompagne et tout ça. Donc, il y a ces poches-là qui peuvent être, ils appellent ça, peut-être qu'on peut avoir une semaine de ratissage pour ce genre de difficultés. Mais en général, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il y a des points de rencontre où nous-mêmes, en tant que ménage, on peut venir vers vous, justement, si on estime nos calendriers assez compliqués? Ce ne sont pas des audiences foraines, non.
Vous Non, allez plutôt non, vers c'est les autre foyers. chose, Oui. c'est autre chose. Parce qu'en fait, il faut que nous travaillions. Ils ne peuvent pas venir, par exemple, à la tour Siam pour m'enregistrer. Après, ça va fausser les statistiques. C'est pour ça qu'on prend le ménage comme point d'enregistrement. Pour s'assurer qu'on ne fait pas trop de double comptage. Après, ça va être difficile comment on va dire ça, d'apurer les statistiques. Alors, tout à l'heure, vous avez effleuré le sujet. À quoi vont servir ensuite les résultats exactement? Parce que ceux qui vont être soumis au questionnaire voudront savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qui va changer dans leur vie, comment l'État va-t-il se servir de ces chiffres-là pour transformer la société. Là, la question touche au cœur de votre département, la question de la planification. Tout à fait. Très bien. Alors, madame, ce que je vais faire, je vais demander qu'on marque une courte pause, le temps nous permet d'avoir toutes les données, et on vous revient juste après. Le suspense. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, Madame la ministre du Plan et Développement, Niali Kaba, est en notre compagnie. On parle du recensement général de la population, les défis de développement de la Côte d'Ivoire. Alain Toussaint a sa question. Alain, vous me permettrez quelques secondes parce que question de téléspectateurs et d'internautes. Supposons qu'on est dans une famille où il y a 3 personnes, le père, la mère et la femme de ménage. Les deux sont au travail, les agents, les censeurs y passent. La femme de ménage parle de l'info. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, c'est très simple. C'est un acte citoyen. Je pense que tous les Ivoiriens veulent se faire recenser. Vous demandez vous donnez rendez-vous à l'agent recenseur à travers la femme de ménage. Parce que les agents recenseurs sont censés, à partir de la date d'hier, donc du 8 novembre, ils peuvent travailler à tout moment. Et vous pouvez leur demander de passer, par exemple, après 19h. Et je termine là-dessus. Comment on les reconnaît? Parce que 2 de mes voisins peuvent se lever pour se faire passer pour des agents recenseurs. Comment on les reconnaît, madame? Avec une tablette? Ouais. Non, Ils ont des tablettes non, aussi. ça ne suffit pas. Ils ont une tablette aussi. Tout à l'heure, vous avez une tablette. Mais je ne recense pas, non. Non, non, ils ont des chasubles, c'est bien visible, c'est écrit dans le dos recensement 2021. Ils ont des badges, avec photo, c'est important. Et ils ont des lettres de mission. Et surtout, ils sont masqués pour vous protéger contre le Très bien. Super. Le Covid. On leur a demandé tout ça quand ils viennent chez vous. Vous avez le droit, chers Ivoiriens, de leur demander tout ça, qu'ils vous présentent leur badge, leur lettre de mission, pour vous assurer bien sûr, de voilà. Bien sûr. Très bien, madame la ministre. Merci. Alors, Alors, rapidement, j'avais déjà posé la question avant la pause. À quoi vont servir les résultats? Est-ce que cela permettra à l'État de recalibrer, ajuster sa politique? Exactement. Ça permet à l'État de planifier. Donc, vous avez parlé de calibrage. C'est extrêmement important. Je pense que des données plus sûres, c'est à ça que ça sert. Faire les bonnes politiques, les politiques plus ciblées, les politiques mieux calibrées en fonction donc des caractéristiques des bénéficiaires, en fonction des informations qu'on va recueillir. Ça permet aussi de suivre, c'est-à-dire d'évaluer l'action publique, regarder l'évolution dans le temps. Il n'y a pas qu'à l'État que ça sert, hein, ça sert aussi aux partenaires au développement pour pouvoir donc, on va dire, eux aussi programmer ce qu'ils vont faire avec notre pays. Et ça leur permet aussi de se donner des indicateurs de suivi. On a tous entendu parler des ODD. Et quand on veut réduire la pauvreté, qu'est-ce que vous faites? Vous mesurez la pauvreté. Vous avez vu l'indicateur du taux de pauvreté? On dit 39,4%. C'est ça, hein, des Ivoiriens. Qui est Donc, l'objet la population. de beaucoup de débats. c'est le cas de le C'est dire. l'objet de beaucoup de débats. C'est vrai? Oui, Vous mais trouvez vous- que c'est trop Non, mais trop notamment élevé, de notre n'est-ce pas? consoeur. Mais est-ce Rihanna, que, allez-y, sur posez la ça, question à la parce qu'on ministre du vous a Développement. Mais c'est On va ça, passer à la parce que répartition, une t'inquiète fois- pas. Non, on a compris, c'est la répartition. C'est la question de la ok. répartition. On va en faire le débat. Revenons sur le recensement. Sur le Faut pas me recensement. choquer. Non, j'allais dire aussi que le secteur privé, hein, Oui. vous savez, si vous voulez vendre à des gens, si vous voulez, vous avez besoin de connaître vos clients. C'est ça. C'est des données très, très prisées et c'est souvent des informations qui ne sont pas toujours disponibles dans nos États. Donc ce Pour sont des pouvoir données auxquelles on a accès. Oui, bien sûr, c'est des données publiques. Oui, L'INS. C'est bien de le préciser. C'est Oui, bien important. sûr. Vous en défendez très très bien. Parce que j'ai vu la chambre. Non, c'est pas, excuse-moi, c'est par déformation qu'on dit ça. Vous savez, madame, on a délimité une période de 10 ans pour faire le recensement. Mais là, pendant les 10 ans, on fait quoi en fait? Qu'est-ce que fait l'INS?
que fait l'Institut qui est chargé justement de nous recenser au fur et à mesure? Juste pour nos concitoyens, ça va ramener une question. Oui, parce que en fait, l'objectif de l'INS, ce n'est pas seulement de recenser la On est population. d'accord. L'INS produit des données, la comptabilité nationale de notre pays est faite par l'INS. En réalité, quand on dit que la Côte d'Ivoire fait un taux de croissance de 7%, ce n'est pas le ministère des Finances qui le calcule, c'est l'INS. Ouais. C'est lui qui calcule tous les indicateurs qui sont en lien avec la richesse nationale, les comptes nationaux, le secteur privé, l'État, la production de richesse. Et donc, pour revenir sur la juste question... repréciser Oui, ma question, d'accord. on ne va pas repréciser forcément, mais en tous les cas, je vais aller un peu plus loin, parce que je pense que ça coûte cher quand même à l'État d'investir autant d'argent dans une opération, sachant que pendant les 10 ans, il pourrait y avoir des méthodes assez régulières de recensement de la population. Pourquoi on ne choisit pas vraiment de nous Vous pensez à porter Un comptage annuel, par un exemple. comptage annuel, avec les un mairies, recours, les sous-préfectures, etc., etc. aux technologies. On parle de modernisation de l'État, on parle de la digitalisation. Est-ce qu'on peut trouver un système Est-ce que c'est hybride une option? qui Déjà, je vois que permettrait de... vous ne partez pas Non, là-dessus. Est-ce que c'est non, une option? C'est une option, mais nous n'avons pas... vous savez, dans les pays développés, ils ne font plus de recensement au sens de ce que nous faisons. C'est ça. Ils vont croiser un certain nombre de données, statistiques échantillonnage. liées à l'état civil, C'est ça. liées à tous les papiers que vous allez faire dans les mairies. En général, même, c'est les communes qui s'en servent pour pouvoir aménager l'espace communal. Donc, vous rentrez dans l'administration à travers un certain nombre d'actes que vous C'est ça. posez. Des naissances, des décès, des mariages. Et chaque fois que vous allez, donc vous alimentez une base de données. Mais pourquoi nous Mais n'utilisons pas Qu'est-ce qui cette- nous cette manque méthode? justement, oui. Mais écoutez, combien d'Ivoiriens ont de l'état civil? Il y a 3,5 millions d'Ivoiriens qui ont une CNI. Mais donc, vraiment, ça pose une Là, on va urgence, poser des questions justement. qui fâchent, Madame la Ministre. un Mais tout je petit vous en peu. prie, allez-y. Là, pour le coup, c'est de votre responsabilité de mettre en place un système de comptage qui permettrait justement qu'on dépasse cette difficulté de Du moins d'en arriver recensement. là. Ce serait plus pratique, un peu plus économique. artisanal. Non, Plus non, économique je suis surtout. d'accord avec ça, hein, je suis d'accord. Après, nous, notre recensement que nous faisons et que beaucoup de grands pays, y compris des pays comme l'Inde, ils continuent de recenser. Et c'est tout un... Il faut numériser notre économie. Je suis sûre que dans votre village, quand les gens naissent, beaucoup d'entre eux n'ont même pas une pièce d'identité. Je ne me trompe pas. Non, pas du Mais tout, comment oui. vous voulez les comptabiliser dans mes statistiques? C'est pour ça que quand nous, on va finir, ceux qui vont faire le registre national des personnes physiques, il faudra lancer le même appel, demander que les gens viennent. Et là, on aura une bonne base où il y aura tout le monde et avec beaucoup plus de caractéristiques. Et cette base-là, on va l'alimenter par enregistrement automatique. Alain, tout ça. J'ai deux questions à vous poser, un peu politiques, mais une un peu politique et économique. Tout à l'heure, dans le petit débat, avant de vous recevoir, nous parlions du taux de pauvreté. Vous avez indiqué 39,4 environ. Mais la question, ça ne se voit pas dans la vie des Ivoiriens, d'après ce que dit notre conseil, d'après ce qu'on lit également. Quelle Qu'est-ce que justification vous appelez, ça ne vous se avez? voit pas dans la vie. Alors Non, aujourd'hui, que- on a tout simplement la sensation, je vais m'expliquer parce que Allez-y, c'est moi qui Rihanna. porte cette lutte. Alors je disais tout simplement qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on donne des chiffres donc, pour rendre beau justement peu l'évolution cosmétique. et la croissance de la Côte d'Ivoire. En réalité, est-ce que ces chiffres se reflètent vraiment sur le niveau de vie de la population ivoirienne? Quand on entend cette population aujourd'hui crier à la pauvreté, crier au manque d'emploi et à tous ces mots. Est-ce que la Donc, croissance est-ce ruisselle? que finalement, quand on fait ces statistiques, est-ce qu'on répartit de façon équitable et non pas seulement numérique, donc ce taux de pauvreté, ou bien est-ce qu'on l'estime comme ça à travers des chiffres, tout simplement? Non, on ne l'estime pas à travers des chiffres. On fait des... Alors, le taux de pauvreté, d'abord, il y a une méthode de calcul qui est la même pour tous les pays. Du coup, sur celui qui vient de sortir, les 39,4, les études ont été faites pour l'ensemble des pays de la zone UEMOA, plus 2 pays hors UEMOA. Et l'étude a été coordonnée un peu, fait avec la Banque mondiale, qui cherche à terme à établir d'ailleurs de la comparabilité entre pays. On travaille à la comparabilité. Donc, c'est des méthodes très strictes avec des relevés sur le terrain, avec des enquêtes, avec des échantillons
un échantillon, c'est fait de façon très statistique en fonction de la structure de la population. Alors, là où je vais me préciser... Donc, Non, moi, je termine pour dire que c'est pas au pif. Donc, c'est fait, c'est la même façon. Donc, c'est bien le c'est bien reflet. ça. C'est bien le reflet. C'est le reflet. Mais non, ce que vous dites, c'est que la pauvreté, c'est sûr que le taux de pauvreté, quand on dit 39, c'est vraiment ceux qui sont en dessous du seuil. En dessous d'un seuil que nous avons défini de façon... Là où je vais me préciser, quand on parle notamment du PIB ou de la création de richesse, on va aller sur des croissances et des chiffres donc, qui nous montrent qu'il y a une réelle évolution. Mais en réalité, est-ce qu'on prend justement, parce qu'on sait que le PIB c'est une forme de moyenne, donc on va utiliser donc, pour le ressortir, mais est-ce que cette moyenne n'exclut pas les personnes qui sont vraiment justement dans ce taux de pauvreté? Parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont extrêmement riches, donc quand on les met justement dans ce calcul de PIB, on a l'impression que tout va bien. On comptabilise alors aussi que les entreprises. Tout à fait. Alors que c'est seulement une partie, une mineure partie de la population qui en réalité bénéficie de ces richesses et non pas toute la population. Oui, donc c'est pas très réflexif. Non, je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'il y a des extrêmes, mais je le dis toujours à souhait, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui commence à avoir une base intermédiaire qui s'élargit. C'est la réalité. Okay. Bon, on saura aujourd'hui, à travers ce recensement, on saura combien de pauvres, enfin, les pauvres sont là, ils sont où, il y a beaucoup plus de pauvres ici, dans tel secteur, le monde rural, le monde urbain. Tout ça, on pourra avoir ces données-là à travers ce recensement. Très bien, madame. C'est important. Ça, c'est pour aider Ryan pour la suite. Merci beaucoup, madame la ministre. J'ai une question d'ordre politique. Votre nom figure en 23e position sur une liste dénommée liste de l'Union des cadres du Grand Nord. Beaucoup dans l'opinion parlent de repli identitaire, de menaces à l'unité nationale, etc. Deux questions. Que faites-vous sur cette liste? Deuxième question, estimez-vous que cette liste n'a rien de politique et qu'elle a pour seule ambition, notamment ceux qui sont sur cette liste, à participer au développement du Grand Nord? Est-ce que vous estimez enfin que c'est une forme de désaveu à l'action du gouvernement qui a beaucoup investi ces 10 dernières années dans le nord du pays? C'est quoi la vocation On voulait question par question? Voilà. Écoutez, en tout cas, il y a beaucoup de questions dans sa question. Oui. Mais l'idée générale, c'est déjà que c'était des questions. Deux. Allez-y, madame. Qu'est-ce que je fais là-dessus? Je suis du Grand Nord. Bonkani. Je crois que nous sommes vraiment du Grand Nord et dans le Grand Nord, dans le district du Zanzan. Alors, est-ce que c'est un repli identitaire? Non, c'est une union fraternelle. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Hein. Ça a changé de nom en cours de route. Au départ, c'était Union du Grand Nord. Des élus et cadres du Grand Nord. C'est Union fraternelle. C'est oui, comme maintenant. ça que ça s'appelle. Non, ça s'appelait comme ça, d'accord. Ça s'est toujours appelé Union fraternelle des élus et cadres du Grand Nord. Maintenant, ils ont mis UGN. Mais ça s'est toujours appelé, dans les statuts, ça s'est toujours appelé Union fraternelle. Donc, comme son nom le dit, c'est une union fraternelle. Vous savez, il y a beaucoup d'unions qui existent en Côte d'Ivoire. Hein. Je ne vois pas pourquoi cela serait interdit au Nord. C'est une union fraternelle. Quand on prend les statuts, dans les statuts, on voit les objectifs. C'est vraiment pour créer la cohésion, fraterniser, rapprocher les cadres. Comment on va dire ça? Donc, je pense que c'est juste un ensemble de fraternisation et de retrouvailles. Il n'y a pas d'agenda caché. Non, pourquoi vous voulez aller scruter les agendas? Quand on fait l'union des fraternelles des cadres du Grand Centre, ça existe, hein, ça s'appelle autrement. Dans l'Ouest, il y en a, dans le centre, même dans nos quartiers. Hein. Moi, je sais que dans mon quartier, là-bas, il y a des ressortissants du Gontougo, des ressortissants du Bonkani. C'est des unions fraternelles, c'est juste un espace plus grand. Mais moi, je pense que nous voulons aller au-delà des partis politiques. C'est tous les quatre. Je veux prendre sur le mot plus grand, parce qu'on sait qu'il y a... On a entendu un audio circuler, l'un de vos collègues qui manifestait justement des réticences. Pas pour les mêmes raisons, mais l'union du Grand Nord. Est-ce qu'il devrait y avoir une union du Grand Nord, sachant que le nord de Bonkani, auquel vous appartenez, n'a rien à voir ou n'est pas la même chose que le nord de, par exemple, Odiéné, du Worodougou. C'est ça qui peut instamment poser une question. Pourquoi vous dites que ce n'est pas la même chose? C'est comme si moi je vous disais que... Moi je vois des identités culturelles. Mais je vous pose la question dans ce cas-là. Est-ce que l'union du Grand Centre pourrait partir, par exemple, d'Abengourou
par exemple, à Mans, par exemple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi vous trouvez qu'Abengourou est au centre? Non, parce que vu la bande depuis donc à Bengourou en traversant, parce que c'est une union qui traverse l'ensemble du pays. J'aurais pu comprendre qui est l'union du nord-est ou du Non, nord-ouest. je comprends ce que vous voulez dire, mais vous Justement. savez, non, pas du tout, ça partira pas, ça c'est le centre. Moi, je ne définis pas, mais le nord, on a ce découpage administratif qui fait que vous avez des identités culturelles qui chevauchent les régions. D'accord. Je pense qu'appartenir à deux regroupements géographiques, ce n'est que de la richesse. C'est encore une façon de fraterniser davantage. Très bien. Madame la ministre, on va revenir à ce pourquoi vous êtes sur le plateau. On parle de recensement. Bien sûr, et du c'était un développement. moment. Voilà. Un petit moment que je ne vais pas qualifier. Mais c'est du moment Alain Toussaint. On va le baptiser comme ça. Mais c'était prévu. Oui, exactement, Alain Toussaint. Je vous le concède. Alors, pour revenir au recensement en fin d'émission, on va retenir donc, que ce recensement a commencé. Il n'est pas, et justement, on va éviter les préjugés, ce n'est pas un recensement déjà pour des raisons politiques, ce n'est pas un recensement pour des raisons espionner. électorales, pour espionner. Et surtout, il est ouvert à l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'on soit des nationaux ou pas. Tout le monde. Parce que mes voisins, ils disaient, c'est important de le préciser, Oui. parce que c'est un truc des Ivoiriens, donc non, c'est Ah, pour non, tout le non, monde. non, C'est non, important. non. Si c'est pour faire de l'électricité, ils sont concernés. L'eau potable, les écoles, tous ceux qui vivent sur le territoire national. D'ailleurs, les Ivoiriens de l'étranger qui vivent en permanence à l'étranger ne sont pas concernés par notre recensement. Très bien. Les enfants de la rue, ceux du monde carcéral également font partie. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Juste Très une bien. question j'allais dire juridique un peu rapidement, toujours sur le recensement. Ailleurs, il y a une obligation légale de répondre au recensement de l'INS. Ici, qu'est-ce qui est prévu quand quelqu'un dit bon, moi, je ne veux pas me faire recenser, je n'ai rien à voir de cette affaire? Est-ce qu'il y a des recours pour ce type de citoyens? C'est vrai qu'ailleurs, il y a des gens où il y a l'obligation par la loi de le faire. Ici, on espère qu'on ne va pas y arriver. Très bien. Madame la ministre, un petit message pour les Ivoiriens? Un appel à aller Un appel, une invitation? Une invitation. Avec votre Dire chance. que tout le monde est concerné par cette affaire parce que c'est pour toute la Côte d'Ivoire et pour tous les habitants de Côte d'Ivoire que se fait le recensement. Donc, je demande à tout le monde de se faire recenser. Dit aussi gentiment, je pense que tout le monde le fera. Ah, je peux ça, vous assurer. c'est- Madame Niali Kaba, je rappelle, vous êtes ministre du Plan et du Développement. Merci André, merci Alain, merci Anna. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Nous, on vous retrouve demain sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de la Côte d'Ivoire et à demain. Merci. Merci.